chèque d'1 million de francs. C'est vous dire, tout ce que les Français avaient donné, c'est de vous dire à quel point Coluche tapait juste. Les Français étaient tout à fait sensibles au fait que c'était pas normal qu'on puisse mourir de faim en France. Alors pour les hommes politiques, j'ai aussi un message, c'est ça. Et puis pour ce que je crois à leur sincérité, j'ai un autre message, c'est ça. Voilà. Et en dehors de ça, j'ai un autre. C'est-à-dire que je me suis trouvé dans une situation avec les Restaurants du Cœur où ils m'ont tous fait des promesses, tu vois. Et puis maintenant, je les vois, quoi, les promesses, tu vois. Donc si tu veux, je vais les régaler. Rendez-vous avec, c'est le rendez-vous avec toute l'actualité politique, éco, sociale, culturelle et citoyenne. Une émission de Gilles Charles, présentée par Gilles Charles, animée par Gilles Charles. Tout Gilles Charles, en long et en large sur Droit Citoyen, le média libre et citoyen. Bonjour, soyez les bienvenus, c'est le retour de Rendez-vous avec le numéro 1 aujourd'hui. On va s'intéresser aux médias qui nous accueillent, c'est le média Droit Citoyen, un média national. Et pour s'y intéresser, pour comprendre, pour tout connaître sur ce nouveau média qui a débarqué il y a quelques semaines dans toute la région, dans tout le pays et sur tous les réseaux, on a un rendez-vous avec un journaliste et le directeur de la publication, c'est Vincent Bach. Vincent Bach, bonjour. Bonjour Gilles. Alors j'ai envie de vous dire, on est chez vous, mais bienvenue. Merci, c'est gentil Gilles. Alors, bienvenue aussi également dans ton émission. On a inversé les places, donc Tout à fait. Je me trouve en régie, j'ai des boutons qui clignotent de partout, mais on va y arriver. Hein. Alors Vincent, déjà, moi j'ai l'habitude de commencer l'émission toujours, même s'il y a 2 ans qu'elle s'est arrêtée, on la reprend, donc il faut reprendre tout doucement. J'ai envie de demander aux gens qui sont en premier, donc qui êtes-vous Vincent Bach? Alors moi, mon parcours, c'est ça Qui êtes-vous? Qui je suis? Oui, si on vous croise dans la rue et qu'on vous demande qui êtes-vous, vous êtes qui? Alors moi, je suis plutôt un internel, je suis jamais satisfait en fait, donc j'ai toujours l'intention qu'il faut toujours faire des choses pour améliorer le quotidien, la société. Et Droit Citoyen est né justement du fait qu'on n'avait pas forcément confiance aux médias dits de masse par certains. Donc il fallait là par contre redonner justement un nouveau sens au journalisme. Donc ça c'est la dernière mission que je m'étais donnée. Sinon auparavant j'ai un parcours comme tout le monde. Hein. J'ai pas fait de grandes études. Par contre j'étais très impliqué dans la vie active. J'ai fait beaucoup de choses. J'étais responsable associatif au niveau national. Donc je me suis beaucoup battu pour les autres. Donc ça va nous donner plein de questions tout au long de cet entretien. La première vraie question finalement, alors c'est Vincent Bach, vous êtes né où? Alors moi je suis originaire du PIO de Longwy, c'est la Lorraine, c'est une ancienne ville sidérurgique qui a un passé équivalent à celui de Saint-Étienne. Ouais, c'est un peu des villes jumelles. C'est ça, voilà, tout à fait. Ouais. Et justement il devait y avoir une émission, enfin un événement qui a été annulé malgré le confinement, qui devait s'articuler autour d'une radio qui existait, la première des radios pirates, qui s'appelait Lorraine Cœur d'Acier. Et voilà, donc c'était un peu. Alors moi j'étais petit et c'est cette radio pirate qui m'a donné envie de faire de la radio plus tard. La Lorraine c'est le cœur en acier et Saint-Étienne c'est plutôt le cœur en verre. Ouais. Vous l'avez noté. Mais au moins il y a quelque chose qui nous rejoint. C'est au moins c'est la mine, c'est les ouvriers, c'est tout ce qui était autour de la vie sociale. Alors je sais bien que c'est pas le terme qu'il faut employer aujourd'hui à cause de cette pandémie et de ce virus. Mais c'est aussi la transpiration, parce que c'est des gens, des besogneux qui ont souffert et qui ont transpiré. Et la sueur, elle valait quelque chose. Voilà. Oui, puisqu'on n'oublie pas les salles de pendu, qui étaient, pour ceux qui connaissaient un peu l'ère sidérurgie, c'était quand même des métiers qui étaient très durs physiquement. Les gens restaient pas toute leur vie dedans. Et la dernière anecdote au sujet de la mine, c'est que quand les mines stéphanoises ont fermé, je peux le dire en connaissance de cause, que j'avais quelqu'un dans ma famille, les gens étaient mutés après en Lorraine. Et moi, j'ai un oncle qui est parti du côté de Forbach. Ok. Et qui a fini sa carrière du côté de Forbach. Bon, on n'est pas très, on est voisins, mais. Et si je dis pas de bêtises, parce que j'ai l'habitude d'en dire, mais c'est pas grave, mon cousin m'avait dit qu'à l'époque, il avait croisé dans le coin là-bas une jeune fille qui s'appelait Patricia Cass. Oui, de Forbach. Et voilà. Oui. Et moi, je l'ai connue, Patricia Cass, quand j'étais jeune animateur d'une radio qui s'appelait Radio Lorraine Radio Lorraine. J'y tiens beaucoup à LCA, puisque c'est elle qui m'a fait envie de donner de la radio. Mais c'est Radio Lorraine Relax, qui était à côté de Nancy, à Bouxières-aux-Dames. Son président était très connu, justement, du milieu du showbiz. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup d'artistes comme Patricia Cass, c'est Jérôme, le regretté c'est Jérôme que j'ai croisé, qui était très très sympathique. Tout à fait, voilà, voilà. Donc dans ma jeunesse, j'ai rencontré beaucoup d'artistes.
et des artistes qui aimaient justement partager leur passion. Et justement, alors comment on a eu cette envie, en étant jeune, de faire de la radio, de s'intéresser aux médias? C'était quelque chose de familial ou alors c'est quelque Pas chose du qui est tout. venu tout doucement? Moi, j'ai fait de la radio parce que j'ai découvert la radio, parce qu'il y avait ce qu'on appelait à l'époque la vraie guérilla urbaine, quand il y avait les ouvriers, les sidérurgistes qui allaient dans les rues pour défendre leurs petits morceaux de pain l'ancien c'était qui? C'était Frédéric. Non, j'ai dit Frédéric. François Mitterrand. Ouais, c'était dans les années 80. Je vais faire non? beaucoup de lapsus parce que je connais aussi Frédéric Mitterrand en tant que ministre de la Culture. Donc François Mitterrand, moi j'étais très jeune à ce moment-là et François Mitterrand avait convaincu les sidérurgistes qu'ils allaient conserver la sidérurgie en France et finalement ça n'a pas été le cas. Quand il a fait campagne, il avait promis beaucoup de choses et donc c'est pour ça que en partie les ouvriers sont sortis. Mais je crois que quand on fait campagne, on promet beaucoup de choses aussi. Parfois, Ouais. Mais bon, à ce moment-là. Après, c'est plus difficile la réalité. Donc en fait, la radio pirate a été mise en place à Longvio, à la mairie annexe, et c'était un studio de radio avec un émetteur qui était sur l'église qui était juste à côté. Et moi j'ai connu, j'avais 8-9 ans, puisque c'est la première chose, c'était en 79 jusqu'en 81. Donc, c'était encore les radios pirates. Oui, la vraie radio pirate. Et moi j'étais petit, j'étais avec ma maman qui m'amenait, qui elle était qui était employé de la ville de Longwy et qui connaissait beaucoup du sidérurgiste et c'est elle qui m'a amené à la radio en fait. Donc moi j'étais petit, je voyais tous ces gens qui étaient rassemblés autour de grandes tables, il y avait beaucoup de fumée, il y avait des micros, il y avait des gens qui rentraient, il y avait des gens qui sortaient. Il y avait ce lieu de vie qui m'a donné envie de faire de la radio, tout simplement. Et c'était une envie de s'exprimer ou alors aussi comme beaucoup de gens, c'était de découvrir des nouvelles chansons, des nouvelles modes. C'était vraiment envie de porter une parole? À l'époque, c'était vraiment libérer la parole des gens qui étaient pour la plupart privés d'emploi ou qui allaient être privés d'emploi, puisque la sidérurgie en France, c'était quand même des dizaines de milliers d'ouvriers du sidérurgistes qui travaillaient. Et donc, il y avait des gens qui venaient défendre leur bout de gras, puisqu'ils savaient pertinemment que au-delà des emplois qui allaient être perdus, c'était aussi tout le lien social qui était autour. Pour faire le parallèle, à Saint-Etienne, on a eu aussi beaucoup d'entreprises et de secteurs qui ont fermé, notamment le textile et tout un tas de choses. Dans votre région de la Lorraine, justement, c'était quoi un peu? Il y avait la sidérurgie, mais il y avait quoi d'autre? Principalement la sidérurgie. Ça veut dire que s'il n'y a qu'une chose, quand ça ferme, ça fait mal, quoi. Oui, parce qu'on a perdu énormément d'emplois. Je veux dire, c'était une ville... alors moi, j'étais petit, donc, mais en tout cas, je me souviens de gros événements culturels, de grosses fêtes foraines. Il y avait énormément de choses. Il y avait beaucoup d'artistes qui venaient, par exemple, à Longwy. Il y a Claude Barzotti qui était venu, que je me souviens. Je ne t'écrirai plus. Hervé Villard qui est venu aussi. C'est fini. C'est pas de ma génération, mais j'étais petit, donc moi j'avais la chance d'avoir la possibilité d'aller dans les coulisses, puisque c'était la ville de Longwy qui organisait ça, donc j'avais toujours cette proximité avec le milieu du spectacle, le côté scénique, le côté radio, donc j'étais très très émerveillé quand j'étais gosse de voir tout ce domaine-là, ce monde qui était tourné autour du showbiz, de la sonorisation, de la radio. Alors j'ai lu dans votre biographie que vous avez été un grand organisateur de rêves, des rêves parties. Alors j'avoue, moi je suis totalement étranger à ce monde-là, mais comment ça s'est passé et quel était le truc? C'était juste d'organiser ou c'était de profiter de la fête? Moi j'ai fait tout. Alors j'ai organisé. Alors faire la fête, non, puisque quand on est organisateur, on fait pas la fête. Avec la recette après peut-être, non? Non, pas du tout. Non, non, parce qu'en fait, quand on organisait des événements, c'était vraiment des fois. Moi, je l'ai fait au Zénith de Nancy en octobre 95. Ça m'a coûté beaucoup d'argent parce que louer un Zénith, c'est pas donné. Donc non, on gagne pas d'argent quand on fait des soirées techno. En fait, on le fait déjà pour la passion. Et puis moi, je le faisais surtout, c'était pour là aussi, on avait commencé le militantisme en fait, de pouvoir apporter une meilleure visibilité sur des cultures dites émergentes, qui était encadré, puisque moi je fais partie de cette génération d'organisateurs de rêve party en France qui aimait justement à organiser ces soirées et le faire dans le total respect de la loi en fait. Voilà, c'était pas des choses qui se faisaient de façon anarchique, c'était pas désorganisé, on le faisait ça dans des lieux qui étaient très très sécurisés, notamment le Zénith, pour la plupart des salles de spectacle,
Sauf qu'à l'époque, c'était très mal vu la techno, puisque Très mauvaise image, et elle vient d'où cette mauvaise image? ah ben ça, il faut leur demander aux politiques qui étaient en place à ce moment-là, notamment Jacques Toubon, qui était ministre de la Culture. Donc il y avait moi ce que j'appelle et ce que j'appellerai toujours, hein, c'est cette répressive culturelle. Alors que Monsieur Toubon aujourd'hui, bon, il s'est assagi un peu, hein, puisqu'il est, C'est l'âge. ouais, il est président des défenseurs de droit, donc je le rejoins sur défenseurs de droit. Mais à l'époque, je veux dire, voilà, moi j'étais jeune, eux ils avaient, bon, c'était quand même pas la droite dure, mais c'était celle de la droite qui était très très éloignée de la société, comme l'a été pas mal d'élus en fait à C'est l'époque. les années 86 à peu près alors. Mais moi, c'était en 90, au milieu des années Ouais. 90, donc déjà bien après. Hein. Donc Jacques Toubon était ministre de la Culture. Quand on organisait nos événements, notamment au Zénith, il y avait quand même des commissions de sécurité qui se faisaient en lien avec la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Donc c'était pas des choses qui se faisaient à la légère. On était vraiment carré sur notre organisation. On rencontrait des représentants des services de police départementaux, notamment ce qu'on appelait à l'époque les renseignements généraux, qui connaissaient très bien nos organisations et qui me connaissaient à force de me rencontrer. Et ça s'est toujours passé très professionnellement et amicalement même. Et eux, ils m'expliquaient justement que si il y avait une chape de plomb sur la culture techno, c'est parce qu'en fait, ils comprenaient pas, à l'époque, ils comprenaient pas pourquoi il y avait des jeunes qui se rassemblaient dans des soirées où il y avait que de la musique et que ça faisait que boum, boum, boum. Et à chaque fois, moi, je leur dis, bah, venez, tout simplement, venez. Et à l'époque, justement, j'étais très militant sur la prévention pour la lutte contre la drogue qui circulait dans les C'est un soirées. peu l'image qu'on a. Ouais, mais c'est techno, totalement rêve, faux. drogue. C'est totalement faux, ça a Ouais. toujours été tellement faux. Mais Moi, comme beaucoup de choses. Hein. Moi, je l'ai toujours démontré dans mes soirées. Et à l'époque, il y avait beaucoup de journalistes en Lorraine qui me suivaient, puisque j'ai eu quand même des deuxièmes de couve dans l'Est républicain lorrain et le républicain lorrain. Donc, j'apportais quand même un certain sérieux. Et à l'époque, j'avais invité justement le directeur de l'Agence nationale de la lutte contre la toxicomanie et de la drogue. Je dis, venez à Nancy, venez, on va faire un débat. On va faire une conférence, on va parler de tout ça. J'avais reçu une lettre de refus du directeur national et avec ceci, on avait fait un article à l'Est républicain pour leur dire que nous, on était là pour se responsabiliser, mais apparemment, eux, ils étaient juste là pour prendre de l'argent des subventions publiques et puis ça n'allait pas très loin en fait. Alors j'ai noté également que vous êtes devenu président de la Fédération nationale des cultures urbaines. Voilà, ça c'est la continuité. Comment on devient là aussi président d'un mouvement comme celui-ci? À l'époque, il n'y avait pas que la culture électro, ce qu'on appelle aujourd'hui la techno, la culture électro, c'est qu'il y avait aussi la culture hip-hop. Donc j'étais dans les deux. Donc moi j'ai grandi surtout dans la culture hip-hop. On l'a chopé. Moi j'étais fin des années 70, je faisais du Smurf. Ouais, c'est ça, ouais, avec Sidney, non? Ouais, non, mais Sidney, lui, il était déjà plus vieux que moi. Lui, il était déjà animateur sur TF1. Moi, je faisais du Smurf avec le centre social du quartier et ça faisait partie déjà de la culture du quartier, en fait, la culture hip-hop. Et en fait, c'est toute une continuité. C'est de se dire, c'est qu'en France, on a des cultures, des mouvements culturels comme le rock qui a sa propre fédération, la Fédé du rock, qui, elle, a pu militer justement autour de ce mouvement culturel, sauf que pour la techno et pour la culture hip-hop, il n'y avait rien, si ce n'est que là aussi, il y avait que de la récupération politique. À l'époque, on parlait beaucoup de cultures urbaines, et c'est Lionel Jospin qui avait sorti le mot en 99 quand il était venu à Toulouse signer le nouveau contrat de ville. Parce qu'entre-temps, de Longueville, vous êtes passé à Toulouse, c'est ça? Hein? Ouais, mais ça, je vais prendre des raccourcis. Ouais. Hein. Non, mais on essaye de vous suivre dans le cheminement. Ouais, mais là, on va parler justement culturel. On va faire tout le tour de la France? Oui, bah après, oui, parce que j'ai eu la chance de voyager, de partir dans plusieurs villes en France, qui m'a permis justement d'aller à la rencontre des gens. J'ai habité au Maroc, à Meknès, pour ceux qui savent. J'ai habité à Paris, j'ai habité à Toulouse, j'ai habité à Montpellier, j'ai habité à Rouen. J'ai habité au Mans, j'ai habité à Saint-Étienne, j'ai habité à Lyon, j'ai habité à Rieux-la-Pape, j'ai habité partout en fait, presque partout. Donc si j'ai bien compris, vous n'avez pas le temps de défaire vos cartons? Donc vous repartez déjà? C'est souvent le cas. J'ai habité à Alès là dernièrement, j'étais 6 mois à Alès en 2019. Et là ça va, vous êtes à l'Est? Bien le jeu de mots. Là je vais poser mes bagages à un moment donné quelque part, surtout à Lyon je suppose, puisque depuis qu'on a mis en place le projet droit citoyen,
il n'y a pas lieu de partir ailleurs si ce n'est que de mettre en place des équipes qui ont déjà démarré sur Toulouse et Paris. Donc ça permet de mettre en place des connexions et de rester toujours quelque part sans y être physiquement, mais on y est toujours virtuellement. Du coup, on fait le lien avec droit citoyen. On était dans les cultures urbaines. Qu'est-ce qui s'est passé entre le président des cultures urbaines et ce directeur de publication qui crée droit citoyen? Il s'est passé beaucoup d'années. Ah bah oui. Et qu'est-ce qui vous a aussi donné envie de créer un média national? J'ai un peu la réponse, parce que vous l'avez dit tout à l'heure en me disant que les autres journalistes ne donnaient pas la vraie information. Donc c'était l'envie de donner sa propre information. Là aussi, il y a de l'eau qui est tombée, enfin qui a coulé sur les ponts, c'est clair. Sous les ponts. Ouais, mais bon, sous les ponts. Oui, mais il n'y a pas de pont ici, donc. Si, il y en a la semaine prochaine, il y a un grand pont. Il y a un grand pont. Okay. Non, parce qu'entre-temps, la Fédération nationale des cultures urbaines, la dernière chose pour laquelle on avait mis en place des projets qui visaient justement à mieux encadrer les cultures émergentes, mais aussi les sports émergents. Il y avait le projet de l'île française des sports urbains qui avait démarré en 2008. Donc ça, c'était dans la continuité. Puis après, qui avait été un peu avorté puisque les ministres passent. Donc c'est un peu difficile. Donc à l'époque, c'était Bernard Laporte qui était ministre de la Jeunesse et des Sports, pour lequel on avait une petite porte ouverte. La porte ouverte. La porte ouverte. En tout cas, je le remercie. En tout cas. 1-1 avec Alès. Voilà. Et surtout, certains de ses conseillers, notamment Franck Bonnet, avec qui on a eu toujours des relations professionnelles avec beaucoup de cordialité. Et donc, j'étais amené souvent à monter à Paris quand j'étais aussi au Maroc à ce moment-là. Donc, souvent au ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Culture pour faire cette continuité, pour apporter une meilleure visibilité, crédibilité. C'est des mots aussi que j'emploie pour droit citoyen, mais surtout pour apporter un meilleur encadrement des mouvements culturels et sports émergents. Ça a été avorté par la suite quand Valérie, c'est Valérie, je crois, Fournéron, de son nom de famille, qui a été ministre de la Jeunesse et des Sports. Et là, je veux dire, on s'est pris une grande claque. Pour quelle raison? Question politique. Parce que vous étiez pas du même avis, pas du même côté, où il y avait un, litige. C'est souvent la question qui se pose, c'est que en fait, moi, quand je suis responsable associatif, quand je mène un projet sous statut associatif, je mêle pas la vie politique et ma vie privée. Je suis responsable associatif, je mène un projet, je mets jamais en avant mes affinités politiques avec quel que soit. De toute façon, on y reviendra plus tard pour ce qui est du côté politique. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Comment si on va peut-être aller un peu plus vite, mais comment on arrive à créer ce fameux droit citoyen alors? Et grâce entre guillemets, parce que c'est pas grâce à elle, grâce à Najat Vallaud-Belkacem. Je l'ai rencontré. Ah, bah voilà. Firmini. Bah, j'espère ne pas la rencontrer parce que j'ai beaucoup de choses à lui dire. Donc, en 2012, on avait repris un projet d'études quand j'avais repris une année de droit, donc à Lyon 2, à Bron, capacité de droit, et on avait mis en place justement un projet qui visait à militer contre le harcèlement scolaire. Alors, contre le harcèlement moral et sexuel dans le cadre du milieu du travail. Et ce projet a été repris après par la suite pour prévenir justement et lutter contre le harcèlement en milieu scolaire. Voilà. Ce projet avait été présenté à plusieurs reprises à différents ministres. Donc il y avait Michel Sapin qui était ministre du Travail, il y avait Najat Vallaud-Belkacem qui était en charge des droits des femmes, puis bien entendu Monsieur Hollande qui était président de la République à cette époque, et notamment des députés qui me connaissent bien, notamment l'ancienne présidente de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, Catherine Morton. Donc beaucoup de gens me connaissent et connaissent justement un peu mon intégrité au niveau de mes projets, c'est-à-dire que je ne revendique pas une appartenance politique quelconque, alors que d'autres cherchent justement à récupérer des projets pour leurs images au-delà de leurs problèmes d'ego. Se mettre en avant. Pour se mettre en avant, et c'était le cas avec Najat Vallaud-Belkacem, puisque entre-temps, elle était devenue ministre de l'Éducation nationale. Ce projet avait été mis de côté, de notre côté, en tout cas, puisque on était étudiants. Donc, il y avait des étudiants en communication, des étudiants en sociologie, en psychologie et des étudiants en droit qui avaient été chargés justement d'organiser cette action qui s'appelait Non au harcèlement. On a même fait une vidéo qui est toujours sur YouTube, qui date de cette époque, de 2012. Et ce projet qui s'appelait Non au harcèlement avait été soumis à tous ces ministres et députés que nous connaissions
et même par la suite à d'autres que j'ai rencontrés avec qui j'ai eu des échanges sympathiques. Sauf que en novembre 2015, quand Najat Vallaud-Belkacem était ministre de l'Éducation nationale, donc c'est un reportage, elle lançait une opération nationale pour prévenir le harcèlement au milieu scolaire. Elle avait organisé un concours en invitant les gamins justement à mettre en place des initiatives vidéo et autres. Et ce projet, en fait, il a été copié-collé sur notre projet à nous. Et puis, on a eu cesse de 2015 et 2016 d'alerter les médias pour prévenir justement qu'on faisait l'objet d'un plagiat. On a eu deux députés de la République qui ont posé des questions qui sont inscrites au journal officiel et pour lequel Najat Vallaud-Belkacem ne s'est jamais exprimé. Et en 2016, quand il y a eu les élections législatives, on l'a un peu harcelé, enfin moi en tout cas, un communiqué de presse et autres, et je l'ai amené, je l'ai même supplié de déposer plainte contre moi pour diffamation, puisqu'en général c'est ce que aiment faire les politiques, de déposer plainte contre moi pour diffamation, afin qu'ils puissent avoir une instruction judiciaire et qu'elle puisse être auditionnée, puisque j'aurais été de ce fait mise en examen d'office, et elle aurait été la première à être auditionnée et d'apporter des éléments concrets, si oui ou non, le projet non harcèlement qui a été porté par l'association juridique pour l'égalité en droit que je présidais à ce moment-là avait été fait l'objet d'un détournement ou d'un plagiat. Donc ça n'a jamais été le cas puisqu'elle n'a jamais déposé plainte. Et donc la suite La suite, c'est qu'on a été déçus justement des rendus des journalistes officiels. Voilà, c'est ça. Alors on les a tous passés au crible, hein, puisqu'après on a mis en place justement une cellule juridique où on a appelé tous les chefs, les rédacteurs en chef, les directeurs de publication, des services juridiques de tous les médias, auprès de qui on a envoyé des communiqués de presse, notamment Valeurs Actuelles, juste pour citer eux, parce qu'en général, ils aiment bien ce genre. Taper sur la gauche. Tout à fait. Et donc on avait par ironie saisi Valeurs Actuelles, même Valeurs Actuelles n'avait pas trouvé l'intérêt d'en parler. Ils n'avaient pas rebondi sur le sujet. Non. Très bien. Est-ce que le fait aujourd'hui qu'on est tous finalement des médias, on a facilement accès à donner son opinion, à créer un blog, à créer même une web radio. Est-ce que ça facilite aussi l'ouverture de la parole? Et est-ce que finalement, on parle aussi aujourd'hui beaucoup de fake news? Alors comment on fait le tri dans tout ça? Nous, l'idée d'avoir déjà monté Droit Citoyen, c'était pour redonner la parole aux citoyens. Vu que nous, on avait été privés de notre parole sur un projet citoyen qui visait justement à lutter contre le harcèlement moral et sexuel, sans oublier toutes les personnes qui ont été victimes de ces harcèlements, hein, et ceux qui se sont suicidés, pour lesquels il n'y a pas eu de moyens mis en place, donc c'est un peu dommage. Donc on s'est dit qu'il fallait vraiment créer un média qui redonne la parole aux citoyens pour pallier à tous ces médias dits de masse, en reprenant les termes de Nicolas Farkas. C'est que on devait redonner un sens au mot journalisme. Un journaliste, il a une information, il la vérifie, et en aucun cas, il peut estimer par lui-même si l'information, elle doit être censurée ou pas. Et c'est bien souvent le cas avec les médias aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'autocensure de la part de pas mal de journalistes, et ça, c'est un peu dommage. Nous, on n'est pas dans cette démarche-là. On regarde un peu tous les sujets qui nous intéressent. On a un comité de rédaction. Le comité de rédaction, il est ouvert bien entendu à nos bénévoles et nos stagiaires en journalisme, puisqu'on a beaucoup de stagiaires en journalisme, et on a des personnes avec beaucoup de diversité, diversité politique et autres, et on arrive toujours à trouver un terrain d'entente. En aucun cas, on va dire cette info, on va la mettre de côté. Comment ça se passe? Alors, vous avez des correspondants, ces journalistes stagiaires, ils sont dans les régions, comment ça se passe? Alors là, depuis qu'il y a le confinement, donc ça a été un peu dur. C'était dur pour tout le monde. Voilà. Donc au mois de mars, on avait une équipe à Lyon, une équipe à Toulouse et une équipe à Paris. Ouais. Donc l'équipe de Lyon, elle est toujours active puisque ce sont essentiellement des bénévoles. Mais avant d'être bénévole, il y en a qui étaient stagiaires chez nous en journalisme, qui continuent chez nous en tant que bénévoles. C'est un avantage qu'il y a à Droit Citoyen, c'est que justement, ils se sentent tellement bien chez Droit Citoyen qu'ils préfèrent rester un petit peu justement pour avoir un peu plus d'expérience professionnelle. Alors moi, je suis tuteur en journaliste, donc je suis formateur, et on essaie vraiment de leur apprendre ce que c'est vraiment le journalisme. Donc on le fait essentiellement sur le terrain.
Ça veut dire qu'ils ont le droit de dire tout, ou alors il y a une ligne à respecter? Nous, on dit rien. Nous, quand on va dans les manifs, on donne le micro, il est là. C'est celui-là. Je vais le prendre parce que c'est important. Ouais, puis je crois qu'on verra votre meilleur profil sur la caméra. Ouais, bon, après le profil, C'est la première fois que je fais de la radio filmée. Donc, ça, c'est le micro. Donc, c'est un micro que tous les médias ont. Hein. C'est un micro HF. Et ça, on leur dit, voilà, ça, c'est notre pouvoir à nous. C'est de redonner la parole aux gens. Et quand on va dans les manifs, on leur donne ce micro. Et quand on donne la parole aux gens sur une manifestation, justement, est-ce que ces gens-là, ils vous demandent, mais où c'est que je suis diffusé? Est-ce que j'ai le droit de Oui, est-ce que j'ai un droit de regard? Comment parce que j'ai vu des reportages que vous avez fait en direct, notamment à Saint-Etienne au début du confinement où une dame s'est énervée. Comment ça se passe justement ce rapport avec les gens qu'on filme comme ça dans la rue? Ils ont quelque chose à signer? Comment ça se passe légalement? Alors nous, dans les manifestations, on est déjà à 2-3 caméras. On va voir les gens. Donc hors antenne, puisqu'on est toujours en direct quand on fait des manifestations. C'est jamais du reportage monté. On va les voir et on met le micro dans le dos. On leur dit voilà, on est droit citoyen, on est un média, on veut vous poser des questions, pourquoi vous êtes là, et si vous le souhaitez, on vous filme. Voilà, tout simplement. Donc on leur demande dans les manifestations s'ils veulent être filmés. Est-ce que légalement, quelque chose qui est diffusé sur les réseaux aujourd'hui, la personne peut vous appeler en vous disant voilà, moi ce que j'ai vu de moi, ça représente pas ce que je voulais dire, et est-ce que vous pouvez le supprimer? On leur dit toujours que c'est en direct, donc ce serait dommage de supprimer toute une vidéo de 45 minutes. Après, les gens qui disent oui, en général, ils savent ce qu'ils disent. Donc, généralement, dans les manifestations, en plus, ils sont là pour passer un message, donc c'est pas tout à fait pareil. Nous, l'avantage justement dans les manifestations, c'est qu'on sait que les gens, quand ils nous disent oui, c'est qu'ils ont vraiment quelque chose à dire. Voilà. Donc après, même si on les voit pas à l'image, parce qu'il y en a qui nous disent non, je veux pas, ben on les filme pas en fait. Et quand on filme des gens dans une manifestation qui sont contre un pouvoir, contre une décision, est-ce qu'on va faire son travail de journaliste à fond et on va voir les autres aussi pour avoir la version contraire? Bah dans une manif. Ou alors on est à charge tout le temps contre. Bah nous on n'est pas à charge puisque je dis on donne le micro. Donc... Oui, mais vous donnez le micro à des manifestants qui sont contre quelque chose généralement. Ceux qui sont pour, est-ce que vous allez les voir pour qu'ils vous expliquent? Bah non, on aimerait bien les voir les gens qui sont pour parce qu'on a fait un reportage sur l'accueil des migrants en France pour reprendre justement un exemple. On l'a fait avec Amjad, on l'a fait avec Denia, il y avait Salim qui sont nos intervenants, qui étaient nos intervenants stagiaires. On a fait des reportages sur Lyon pour savoir comment les gens voyaient un peu l'accueil des migrants en France. Et on voulait justement rechercher des gens qui étaient contre ou qui voulaient dire oui, mais bon, voilà. Ben on n'a pas trouvé parce que le seul qu'on a trouvé qui voulait dire non, gardez vos questions pour vous-même, il n'a pas voulu répondre. Donc en général, les gens qui sont pour. Donc ça veut dire que ceux qui sont contre, généralement, ils s'autocensurent? Oui. C'est souvent le cas. Et puis dans les manifs, on va pas trouver des gens qui sont pour, qui sont contre. C'est rare. Et le fait d'être toujours reporter d'image, en quelque sorte, dans des manifestations, est-ce qu'on se crée pas une image d'être anti ou contre le pouvoir en place? Ah moi je suis pas non. Moi je reste impartial, je reste neutre. Alors les gens ils ont du mal à comprendre ça en fait. Je dis toujours le mot neutre est difficile à comprendre. Ah oui. De toute façon, on se rend compte en 2020, je vais pas faire de leçon, mais on se rend compte en 2020 que beaucoup de gens utilisent des mots qu'ils ne comprennent pas. Alors moi neutre c'est par rapport justement je revenais tout à l'heure par rapport aux orientations politiques et autres. On y reviendra. Ouais, et en fait la neutralité elle est dans le fait où justement on va pas couper les gens. On fait pas de montage, on fait que du direct. Là, on fait du direct. Quand on fait des manifs, on fait du direct. Quand on fait des images, en général, c'est que des images. Il n'y a pas d'interview, il n'y a pas de direct. Mais non, on est vraiment là pour redonner la parole aux gens. Et eux, ils nous le rendent bien parce que quand on revient dans les manifestations. Donc je précise, je suis levé depuis 4h20 du matin, donc je suis un peu fatigué. Là, je sais pas quelle heure il doit être 15h. Il est 15h10. Voilà, donc ça fait 3 jours que je me lève à 4h du matin. Non, nous, on n'a pas ce problème-là parce que les gens, on leur donne la parole. Donc, moi, je suis pas là pour juger ce que les gens, leur réaction. Moi, je suis là vraiment en tant que média et je leur donne la parole. Je les coupe pas, il n'y a pas de montage, il n'y a rien. Je posais un peu la question aux artistes quand j'avais la chance d'en rencontrer en leur demandant si les publics étaient différents suivant les régions et suivant les villes. Oui. Là, pareil, pour ce qui est des manifestations, est-ce qu'on ressent des choses différentes suivant les endroits où vous êtes allés? Non. On a parlé de Toulouse, on a parlé de plein d'endroits. Est-ce que les gens ont une façon différente de manifester? Non. Alors, tout le monde est... Là, aujourd'hui, contre les inégalités sociales, contre la réforme des retraites qui passe mal, pour les gilets jaunes, je pense non, les gens, ils sont
ils marchent tous de concert. Ils ont envie que notre société change. Et qu'il y a assez de précarité, de pauvreté. Il y a des villes comme Saint-Étienne, justement, où il y a un taux de pauvreté assez important parce que les loyers sont pas chers. Donc, il y a des gens qui vont vivre à Saint-Étienne parce que les loyers sont pas chers. Et il y a des villes comme Paris, aux alentours de Paris, qui sont totalement asphyxiées parce que les gens, ils sont obligés de galérer d'aller travailler pour pas grand-chose, pour que dalle. Et en fait, on a tous l'espoir, peut-être, parce que beaucoup l'ont porté en tout cas, de ce qu'on sait pour Emmanuel Macron, c'est ce qu'on a en tant que retour, en tout cas. Hein. Je pense que les gens se sont pris une grande claque. Et là, c'est pas le journaliste ou le directeur de publication, c'est le retour qu'on a sur le terrain, c'est que les gens sont très déçus du gouvernement en place, du président de la République. Et puis voilà, donc il y a quand même une envie d'espoir. Oui, mais c'est toujours le même refrain. Parce que Hollande, j'ai entendu des gens qui étaient très déçus. Sarkozy, j'ai entendu des gens qui étaient très déçus. Moi, pour Hollande, j'ai l'impression que le Français est tout le temps très déçu. Après, et dès qu'on va un peu à l'étranger, eh ben tous les gens ils nous disent qu'est-ce que c'est bien la France. Mais moi, je le dis toujours, on a quand même de la chance d'être en France, quoi qu'il en soit. Il faut pas se plaindre. Oui. On se plaint pas. Les gens sont pas égoïstes en France. Simplement, c'est qu'ils voudraient qu'il y ait une meilleure répartie, qui est beaucoup moins de riches et beaucoup de gens qui puissent vivre. Vous voulez dire que les gens ils devraient plus voter à gauche et alors qu'ils votent à droite? Non, parce que moi par exemple, je soutiens pas François Hollande, je soutiens Nicolas Sarkozy. Un homme du passé? Non, pas. Alors moi, je soutiens Nicolas Sarkozy parce que moi, j'étais responsable associatif, que j'ai travaillé, collaboré avec des conseillers sous Bernard Laporte quand il est secrétaire d'État au sport, Roselyne Bachelot qui était ministre de la Santé. J'ai collaboré avec des conseillers de Frédéric Mitterrand quand il était ministre de la Culture. Et moi, j'étais président de la Fédération nationale des cultures urbaines. Les cultures urbaines, c'est assez stigmatisé, culture de quartier, culture de banlieue. Non. Moi, je sais ce qui a été pu mettre en place avec eux, ce que j'ai pas pu mettre en place avec François Hollande, puisque François Hollande, au niveau culturel et au niveau jeunesse et santé et sport, je veux dire, on m'a fermé la porte. Donc non, il faut pas croire. Je veux dire, il faut arrêter de penser. Ça veut dire qu'on est dans la caricature, dans la pensée. On caricature mais c'est les médias. La gauche les bons et la droite les mauvais. C'est les médias. C'est les médias. Moi, j'ai toujours dit, quoi qu'il en soit, et pourtant, il faut vérifier. Il faut vérifier. Il y a des villes qui sont administrées par des élus de droite, qui sont maires depuis quelque temps et qui font des choses extraordinaires. Il y en a qui sont maires de gauche et qui font des choses extraordinaires. Il y a des maires de droite qui les font moins bien. Il y a des maires de gauche qui les font moins bien. C'est pas une question d'appartenance de politique. C'est une question d'envie de faire les choses bien. Voilà. Donc moi, j'ai eu la chance de rencontrer des élus de gauche qui étaient bien et des élus de droite qui étaient de bien. Ceux qui sont pas bien, en général, j'ai jamais rien fait avec eux. J'ai eu ce même discours il y a quelques années en disant qu'il y avait des gens bien de partout. Oui. Et hélas, des gens négatifs de deux côtés aussi. Oui, bah après. Mais on appelle ça l'humain. Oui, bien sûr. Avec ses contrats. Après, il faut rappeler que déjà, on ne peut pas plaire à tout le monde, que chacun aujourd'hui trouve un peu son intérêt. Donc le politique, lui, en général, au niveau local, hein, il y en a qui vont regarder un peu, voilà. Vous êtes une association, qu'est-ce que ça va me rapporter? Voilà. En termes d'image et en termes de diffusion. Mais moi, j'ai la chance de ne pas rencontrer ces gens-là, donc je m'en fous. Voilà. Et il y a maintenant, je fais plus de local, mais en tout cas, je veux dire, j'ai justement, j'en parlais ce matin avec une avocate de Lyon, avec l'ancien maire du 3e arrondissement, Monsieur Philippe, qui était président de l'Agence nationale pour le développement du sport. Et c'est un monsieur que moi j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises, notamment à la mairie du 3e, donc il y a quelques années, c'était en 2013 et 2014. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'écoute. Et on arrivait à se dire qu'on pouvait faire des choses. Et c'était pas né d'hier, hein, on les avait quand même lancés en 2008 et 2009. Bon après, c'est pas eux qui décident. Voilà. Bon alors on est en mai 2020, on parle beaucoup à Saint-Étienne de droits citoyens, parce qu'on commence à vous voir un petit peu de partout. Comment on fait pour s'informer par droit citoyen? On va sur Internet. Expliquez-nous un peu la manœuvre. Bah, droit citoyen, c'est déjà 3 canaux. Il y a bien entendu les sites Internet droitcitoyen.info. Il y a la web radio. Et puis après, on est en train de développer. Non, forcément, on fait des reportages de terrain. Donc, l'objectif pour la rentrée de septembre, c'est d'essayer de mettre en place. Alors moi, j'aime pas trop le terme de web TV, mais en tout cas, d'essayer de voir les possibilités qu'on aurait à mettre en place un canal de diffusion où on aurait nos reportages. Il y a deux choses dans le média, il y a faire et diffuser.
Et pour diffuser, on va où? Moi, les gens à qui je parle de cette web radio, ils me disent, je fais comment? Droitcitoyen.info. Ils me disent, je fais comment pour aller l'écouter, quoi. Droitcitoyen.info, les applications mobiles. Là, c'est l'animateur radio qui va parler. Radio.fr. On est là pour s'informer. Hein. Et Orange Radio, vous recherchez Droit Citoyen en un seul mot. Et les vidéos, elles sont visibles sur la page Facebook, c'est ça? Et Twitter. Voilà. Je veux dire, pour l'instant, la page, elle tient bien parce qu'on est un peu modéré et limité en audience par Facebook, pour ceux qui le savent. Mais je crois que les indépendants, on doit les déranger parce que moi aussi, je suis Mais moi, je me considère pas comme indépendant. Moi, je suis sans cesse bloqué et quand j'explique ça aux gens, ils comprennent pas. Mais bien sûr, j'ai pas un compte où je mets le gâteau au chocolat que j'ai fait et je mets des trucs sur ce que je fais. Et constamment, je suis bloqué, désactivé, suspendu pendant 15 jours, voilà. Donc, je passe pour un extraterrestre encore sur les réseaux. Non, la limitation d'audience, nous, on le constate parce que forcément, on a une page Facebook qui tourne très bien. Donc, on a des statistiques qui nous sont fournies de toute manière par Facebook et Facebook se contredisent par eux-mêmes. Donc, voilà, on le sait pertinemment qu'il y a des mots-clés. On a l'impression qu'il y a une blacklist. Par exemple, si on parle de gilets jaunes. J'ai cru que vous alliez parler de Gilles Charles et la blacklist, parce que je connais bien la Saint-Etienne. En tout cas, gilet jaune, c'est un mot qui est certainement blacklisté, pour lequel il est certainement limité en audience sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Oui. Ça, nous, on le voit. Hein. Donc, quand on fait une publication, on a le nombre de personnes qui sont touchées et on a plus de 6000 personnes qui sont abonnées sur notre page. Et bizarrement, on a toujours moins de 100 personnes qui sont touchées avec 10 personnes qui vont liker. Alors que là, on peut voir, hein, quand c'est des sujets, bizarrement, hein, qui vont parler juste... là, le dernier post qu'on a fait, c'est des plaintes qui ont été déposées, qui visent certains ministres, notamment Véran et d'autres ministres, et le premier gouvernement et le gouvernant. Donc, il y a une soixantaine de plaintes qui ont été déposées. C'est une publication qui a son petit buzz. Donc, on se demande, est-ce qu'il y a une certaine impartialité chez Facebook. Donc concrètement, on va sur Droit Citoyen, le média sur Internet. Là, on a des reportages sur toute la vie nationale, l'internationale. Pour l'instant, avec le confinement, on a été limité. Oui, non, mais il y a 2 mois qui se sont un peu... Là, il va nous falloir un mois. Là, on a relancé les recrutements. Ouais. Donc, on essaie de recruter un peu partout, puisque de toute manière, on ne fonctionne donc qu'avec des stagiaires en journalisme, des étudiants. Hein, donc, on est là pour leur apprendre le métier. Et nous, l'avantage qu'ils ont, c'est que eux, ils travaillent pas avec des rédacs où on va leur dire, voilà, tu vas nous faire que des publications. Et puis, ça. Chez nous, ils ont l'avantage justement de graviter aussi bien sur la presse digitale que de faire des reportages audio, vidéo, donc réalisateur, monteur, animateur. Donc, moi, par exemple, sur les manifestations, je suis plus souvent derrière la caméra. Et je laisse nos étudiants, qui sont pour nous des stagiaires quand ils sont en stage chez nous, ils sont là, ils réalisent, ils diffusent, ils font des interviews. Et voilà, et ça se fait toujours dans une très bonne ambiance. Vous avez une particularité aussi également, c'est que vous n'êtes pas un média qui vit de publicité. C'est ça. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez encore une fois, parce que il n'y a pas des contrats qui vont être supprimés parce que vous aurez dit du mal ou d'un annonceur. Et vous avez une autre particularité, c'est que vous ne touchez pas de subvention. Oui. Donc là aussi, vous pouvez dire ce que vous voulez parce que vous n'avez pas la peur que les 25 000 euros qu'on vous a promis, on va vous les enlever au dernier moment parce qu'on a dit quelque chose de mal sur quelqu'un. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que vous êtes totalement indépendant à ce niveau-là. Et vous, ce que vous faites pour vous financer, vous demandez des souscriptions, c'est ça, sur Internet? Oui, on fait des appels financement participatif pour ceux qui veulent faire des dons, éventuellement. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que, par exemple, s'il y a... La preuve, on est en direct. Hein. Ouais. On le coupera en montage. Si on a 2500 personnes par mois qui nous donnent 1 euro, ça nous fait 2500 euros. Nous, on n'a pas besoin de plus. On a juste besoin de 2500 euros par mois parce que on a appris justement à faire beaucoup de choses avec très peu de moyens. Et ça, c'est quelque chose que je tiens depuis très longtemps, notamment quand je vivais au Maroc et je faisais pas mal de choses là-bas en lien avec les cultures urbaines. Donc, le fait de partir dans d'autres pays m'a apporté beaucoup personnellement, justement, de voir comment les gens vivent, dans quelles conditions et qu'est-ce qu'on pouvait faire par rapport à ça. Et j'en ai retenu de belles leçons. Donc, on n'est pas là pour avoir des caméras à 3 000, 4 000 euros. Aujourd'hui, on a du iPhone 7 Plus, on a des Oppo qui tournent en HD, on est en version mobile et ça fonctionne très bien avec des prestataires broadcast professionnels pour lesquels on peut diffuser en vidéo, radio et tout ça. Donc, on fait pas ça avec des bouts de ficelle, on fait ça avec du matériel pro. Mais on est là pour réduire des coûts puisque
on n'est pas là pour flamber de l'argent. Aujourd'hui, on a des retours par les réseaux notamment. Quels sont les retours que vous avez sur Droit Citoyen? Indirect et direct. Les retours que vous avez, est-ce qu'on forcément, on vous en dit du bien, on vous en dit du mal? Dans la région, est-ce qu'on vous en parle? Comment vous êtes reçu? Moi, je vais encore vous raconter une petite anecdote, parce que je suis bien parti, je suis lancé. J'ai appelé pas mal de gens déjà parce qu'on avait dit on va faire une émission de temps en temps. Après, j'avais dit on en fera une tous les 15 jours, et puis vous m'avez dit on va en faire 2 par semaine. Je me suis dit, l'agenda, il va falloir le remplir. Et j'ai commencé à appeler des gens que je connais, et ils m'ont dit, ah non, mais Droit Citoyen, c'est pas un peu une radio d'extrême gauche? Donc voilà, je voulais dissiper ce malentendu, c'est un média large. Mais vous avez commencé à vous faire une image de média d'extrême gauche à Saint-Étienne. Et Saint-Étienne, comme je le dis souvent, c'est un petit village. Tout est répété souvent très mal en plus. Mais vous avez déjà une image qui est imprimée dans quelques cerveaux. Donc comment on fait justement pour être au-dessus de tout ça? Moi, j'ai une particularité, c'est que je connais quand même pas mal d'élus. Donc, quand j'ai eu ce genre d'informations, bon, forcément, on a commencé en début d'année avec l'équipe de Saint-Étienne-la-Citoyenne qui s'était présentée au municipal. C'est des gens que moi j'ai rencontrés dans les manifestations autour du Gilet jaune en novembre de l'année dernière, et c'est des gens avec qui on a eu des affinités sur le plan social et humain. Et comme il y avait les municipales qui arrivaient, on s'est dit pourquoi pas justement à Saint-Étienne de donner la possibilité d'avoir une visibilité aussi bien aux partis politiques qui ont l'habitude des médias que ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès. C'est un peu l'objectif de Droit Citoyen, c'est de redonner la parole aux citoyens. Donc tout le monde est citoyen, quoi qu'il en soit. Donc on a commencé avec Saint-Étienne-la-Citoyenne, avec qui on a eu beaucoup d'affinités. On leur a réservé un créneau horaire tous les jeudis. Et après, forcément, j'ai été voir les autres candidats, et puis qui étaient aussi autant méfiants, puisqu'ils avaient vu les vidéos avec Saint-Étienne-la-Citoyenne. J'ai eu la chance de croiser Pierrick Courbon, qui était candidat pour la liste socialiste sur le marché. Un peu plus large que socialiste. Ouais, non, socialiste, mais après, moi, je m'occupe pas de la politique. Saint-Étienne demain, c'était Ouais, mais après, je m'occupe pas de la politique locale. Mais en tout cas, c'était pour leur dire, voilà, on est là, on vous propose de venir. Vous avez vous exprimer. Voilà, c'est ça. Et en fait, il m'avait dit, mais oui, mais on a regardé, mais on a l'impression justement que il vous donnait que la parole à Saint-Étienne. Je dis non. Moi, j'ai contacté vos chargés de com, comme je l'ai fait pour l'équipe de Monsieur Perdriau. Je me suis présenté 2 fois à la permanence de Monsieur Perdriau, place de l'Hôtel de Ville. J'ai appelé 2 fois, tout est tracé puisqu'on a un dossier pour les municipales. Donc à chaque fois que je lance des mails, que je note des appels, tout est historisé. Puisqu'on est obligé, puisqu'on est un média. On n'est pas un média indépendant, et ça c'est important que les gens comprennent qu'on n'est pas un média indépendant. On est un média, point final. On est un média national. On répond justement à la législation. On a une marque déposée, on a un numéro ISSN. Donc on est un point barre. On est un média. On n'est pas un média local, on est un média national, et nous avons notre propre ligne éditoriale. Ça c'est un fait. Donc on est indépendant financièrement, et c'est tant mieux. Et c'est ce que j'avais dit justement à l'équipe de Monsieur Perdriau. C'est que nous on cherche pas de subvention, et je n'ai jamais cherché de subvention de tout temps. Quand j'étais président de la Fédération nationale des cultures urbaines, on ne cherchait pas de subvention. J'ai jamais fait de copinage avec les élus pour avoir des subventions. Ils me le rendent très bien puisqu'ils connaissent mon intégrité, donc on peut pas me reprocher d'être de gauche ou de droite. C'est pour ça qu'il faut clarifier les choses, comme ça après il y a plus. Oui, mais alors justement avec Monsieur Perdriau, j'ai échangé avec lui en message privé sur Twitter. Et donc je lui dis voilà, c'est que moi j'ai entendu, il y avait des retours comme quoi que Droit Citoyen est extrême gauche. Je dis moi je suis pas d'extrême gauche, je suis pas de gauche. Voilà, Droit Citoyen est un média. Droit Citoyen, forcément aujourd'hui on parle des luttes, des inégalités sociales, de la réforme des retraites, des gilets jaunes, mais ça c'est normal, c'est représentatif de la société d'aujourd'hui. Je vais pas faire une émission pour parler de ceux qui font de l'investissement locatif parce qu'ils ont envie de placer de l'argent dans la pierre et gagner de l'argent sur le dos de ceux qui peuvent pas s'acheter des logements. Pour revenir aux municipales stéphanoises, est-ce qu'il y a des listes qui ont refusé de venir? Non, c'est surtout qu'on n'a pas eu le temps à la fin. À mettre en place. Ouais, parce que Madame Sophie Robert, qui représentait le Front National, avec qui on a eu la courtoisie de se rencontrer le soir d'un débat qui avait été organisé par le Progrès, pour lequel Saint-Étienne-la-Citoyenne, comme le PRG, donc Zahra Ben Sharif et Romain, Brossard de Lutte ouvrière. Voilà, tout à fait, donc avait été exclu. Donc pour un débat qui a été organisé par un organe de presse qui est le Progrès, je veux dire, il y a de quoi être outré.
Donc nous, on a fait un direct le soir-là, justement, avec Synthèse Citoyenne. Et même nous, en tant que journalistes, on n'a pas été invités. On a eu juste, non, vous rentrez pas. Donc non, au contraire, Sophie Robert, pour reprendre Sophie Robert, au contraire, je veux dire, nous, on est là pour donner la possibilité à tout le monde de pouvoir s'exprimer dans un programme, dans une campagne locale. C'est logique. Et là, je reviens sur le fait qu'on est un média. On doit aussi respecter la loi sur le temps de parole. La parité. Et donc, on a essayé de le faire, sauf que on n'a pas pu. Et comment on fait alors quand on peut pas? Bah après, c'est pas mon problème. Je veux dire, moi, j'ai envoyé des invitations, donc c'est pas de mon ressort. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Droit Citoyen, là, dans les studios qui sont à l'antenne de Saint-Étienne, vous êtes apte à recevoir tout le monde. Ah oui. Si je vous dis demain, j'ai invité telle personne, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de censure. Il n'y a aucune censure chez nous. C'est ça qui est la différence avec d'autres médias, c'est que nous, on censure rien. Moi, je suis contre l'autocensure en tant que journalisme. Il y a beaucoup de journalistes qui se tirent la couverture à eux aujourd'hui parce qu'ils travaillent pour BFM, travaillent pour Le Progrès. Mais moi, je m'en fous de ces gens-là. Nous, on veut vraiment redonner un sens au mot journaliste, au mot média. Prendre le temps de s'écouter, de parler, de comprendre. Mais c'est l'avantage que moi j'ai personnellement avec des élus, avec des personnalités politiques et publiques que je connais, qui me connaissent, qui connaissent mon intégrité justement dans ce domaine-là, et que moi je suis pas là pour taper dans le dos de quelqu'un. Je n'ai rien à y gagner, si ce n'est que la sympathie et la cordialité des gens. Vous dites je n'ai rien à y gagner. Quelle est la démarche? Finalement, vous voulez arriver où? Droit Citoyen, c'est un média, c'est un projet étudiant avant tout. Il demeurera un projet étudiant. Quand on me regarde, on voit bien que je suis plus étudiant, moi. Ouais, et ben justement, c'est un projet. Non mais à part moi, forcément directeur de la publication, là l'objectif par la suite, c'est d'avoir un rédacteur en chef pour la partie digitale, un rédacteur en chef pour la partie web radio et un rédacteur en chef pour la web TV. Bah, ce sera pas une web TV, ce sera une TV. Moi, mon objectif, c'est de m'occuper de la web radio. Après, on verra s'il y aura un directeur de la publication plus jeune. Pour l'instant, le projet qui a été mis en place en 2017 a mis du temps à démarrer, parce que entre-temps, il y a eu l'arrivée des Gilets jaunes en novembre 2018. Nous, on n'était pas prêts et on voulait pas aller comme ça, arriver comme un cheveu sur la soupe et puis faire tout et n'importe quoi. À l'époque, on s'était limité juste à la web radio. Voilà, c'est tout. Donc, je récapitule. On lit des articles, on s'informe sur le site internet de Droit Citoyen. On écoute, on découvre, il y a de la chanson aussi sur la web radio. Hein. Bah, vaut mieux. C'est une web radio. Après, le programme de web radio, pour l'instant, il est un peu limité parce que confinement oblige, on n'a pas pu faire beaucoup de prod. Il y aura des podcasts qui vont bientôt arriver, justement, par des anciens stagiaires en journalisme qui sont passés par Droit Citoyen. Une émission comme on a fait aujourd'hui, comme on est en train de faire, comment après on peut la réécouter? Donc parce que j'aime bien le moderne, j'aime bien les termes anglais, podcast. Les podcasts, ouais. Mais moi, des moments podcast, ouais, je fais quoi avec mon podcast? On va bientôt mettre en place notre chaîne de distribution podcast qui sera accessible sur iTunes et autres. Donc ça prend du temps, ça coûte de l'argent, c'est pas donné parce que pour être disponible. Mais il paraît qu'aujourd'hui rien n'est gratuit. Oui, mais nous le problème c'est que nous on fait pas de pub, donc on n'a rien à y gagner, sauf qu'on doit dépenser de l'argent pour pouvoir le faire. Donc pour pouvoir donner de la visibilité sur ce qu'on fait, on est quand même obligé de dépenser un peu d'argent pour montrer voilà ce qu'on fait et voilà ce qu'on veut faire. Et justement, si on veut faire un don, on fait comment? Je soutiens droitcitoyen.fr, ça renvoie sur une page où vous avez deux possibilités, soit le don en ligne ou soit la campagne de participation via Tipeee, puisqu'on est sur Tipeee, et je soutiens droitcitoyen.fr. Ça renvoie aux deux, en fait. Et au niveau réel, c'est-à-dire vous êtes en train de filmer des manifestations, je vous ai vu filmer également de distribution de masques. Est-ce qu'il y a des manifestations où on peut vous voir aussi? Bon, pour l'instant, oui. on est un peu mal barré, j'allais dire entre guillemets, parce que les festivals c'est terminé pour quelque temps. Il y a pas mal de choses qui vont changer. Mais est-ce que sur des manifestations culturelles, sur des événements, on va vous voir également? Après, tout dépend justement de ce que ont envie de faire les étudiants en journalisme qui viennent rejoindre Droit Citoyen. Il y en a on a beaucoup de forcément, pour l'instant, il y a la reprise, il y a beaucoup d'universités aussi qui ont totalement annulé les stages. Donc, on a été aussi pris de court, donc on n'a pas pu mettre en place pas mal de choses qui auraient dû être déroulées à partir du mois d'avril. Mais après, je veux dire, pour l'instant, on ne sait pas où on va. On sait quand on a commencé officiellement, c'est-à-dire le 4 novembre 2019. Aujourd'hui, on est au mois de mai et on a une certaine popularité. Il y a des gens qui parlent de nous dans des groupes restreints par des personnes qui viennent chez nous, qui collaborent chez nous.
et qui entendent parler de droits citoyens. Donc Non, mais c'est un projet qui est intéressant, c'est un projet qui est ouvert, donc ça peut intéresser beaucoup de gens, il y a aucun souci. Le seul fait est, c'est qu'aujourd'hui, il faut savoir faire comprendre aux gens que ça existe. ça existe, et puis nous, on est vraiment, comme je dis, c'est un projet étudiant. Donc on est quand même formateur. Le fait est qu'on propose à des étudiants de venir se former chez nous. C'est aussi pour eux s'essayer à plein de choses. Donc nous, voilà, on essaie d'avoir, on est pro, on est un média, on essaie de mettre tout en place pour essayer d'être pro. Après, c'est très difficile avec le confinement, c'est très difficile avec le déconfinement, puisqu'on est très limité en moyens humains, en moyens logistiques et aussi financiers. Ça va venir. Juste en termes d'audience, quand on fait de la radio, quand on a un média, on aime bien aussi voir un peu l'audience qu'on fait. Est-ce qu'on a des objectifs à droit citoyen? Est-ce qu'on regarde des chiffres? Non, alors moi je les regarde. Ou alors est-ce qu'on est vraiment, on peut Les pas chiffres, dire c'est philanthrope, mais on est indifférent aux vues, aux likes, au nombre de gens qui nous regardent? C'est un indicateur, mais avec Facebook, on est très méfiant, donc on sait pertinemment qu'on a une limite d'audience. On a fait une vidéo qui avait repris justement le direct du maire de Saint-Étienne après le discours de Emmanuel Macron par rapport au déconfinement, et c'était Xavier Dumoulin, donc journaliste à M6, qui a eu l'outrecuidance de fustiger en direct le maire de Saint-Étienne, et nous on a trouvé ça totalement anormal. On a repris le direct, on l'a rediffusé, cette vidéo elle a fait un buzz. Elle a fait plus de 530 000 vues. On a fait un buzz. Si Facebook nous aurait donné à ce moment-là une retombée sur les publicités que eux ils diffusent sur leur site, que nous on touche pas, bah je veux dire, on aurait été content, parce que là forcément on aurait gagné de l'argent. Notre objectif, c'est pas de gagner de l'argent sur les réseaux comme ça nous arrange pas. Je parle vraiment d'indépendance. Sur le site internet droitcitoyen.info, il n'y a pas de publicité, il y aura jamais d'annonce de Google ou de Topola, je sais pas comment ils appellent les autres régies de pub. On essaie d'avoir une esthétique sur notre façon de faire, et on veut pas de publicité. Par contre, ce qu'on veut, c'est vraiment que les gens adhèrent au projet, et que si demain on existe un peu partout en France et à l'étranger, puisqu'on est en train de discuter pour le mois de septembre d'avoir des correspondants étrangers au Chili, au Maroc et en Tunisie, en Algérie, c'est parce que justement on voit qu'il y a un intérêt autour de droits citoyens, et pour ça ne peut se faire que en ayant de l'intérêt auprès des gens qui nous soutiennent, parce que c'est eux qui vont donner justement le fer de lance pour pouvoir continuer par la suite. Alors actuellement, vous êtes à Saint-Étienne. Hein. Quel est le rapport que vous avez avec les journalistes locaux? Est-ce que vous les avez croisés? Aucun. Est-ce qu'il y a un média officiel, j'allais dire, entre guillemets, qui vous a contacté pour savoir qui vous étiez, qu'est-ce que vous vouliez faire? Il y en a qui nous connaissent, hein. C'est pas parce qu'on parle pas qu'ils nous connaissent pas. Moi, par exemple, je vais pas me entendre. Alors, il faut savoir que dans chaque région, dans chaque département, il y a ce qu'on appelle des clubs de presse. Tout à fait. Moi, le club de la presse de Saint-Étienne, j'y suis pas, et j'ai aucun intérêt à y être. Celui de Lyon, j'aurais peut-être plus d'intérêt à y aller. On a quand même beaucoup plus de retours positifs avec nos confrères de Lyon que ceux de Saint-Étienne. Ça, c'est indéniable. Il y a une différence entre les deux? Ah oui, énorme. Quel est si on peut un peu en savoir plus, quel est après, au niveau de la mentalité, comment ça se passe? C'est pas une question de mentalité, je pense que on est fermé à Saint-Étienne et ouvert à Lyon? Oui et non, parce que non, on va pas non plus dire n'importe quoi, parce que TL7, puisque j'ai rencontré une des journalistes, elle était OK pour faire un reportage sur nous. Je dis OK. Non, mais là on parle de France Bleu, Loire, Saint-Étienne, on parle du Progrès Loire, et on parle aussi de France 3 Loire. Ce sont des gens, quoi qu'il en soit, je veux dire, voilà. On se connaît, on se voit, on se sourit, mais ça va pas plus loin en fait. Très bien. Est-ce qu'on a fait un peu le tour? Est-ce que vous pensez qu'au bout de cette presque heure, on a fait le tour de ce qu'on pouvait dire sur droit citoyen? Un peu moins sur Vincent Bach, mais finalement, le but c'était de découvrir un peu plus le droit citoyen. Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait oubliées ou quelque chose que vous voulez rajouter? On oublie toujours des choses. Après, toujours, et c'est quand on revoit l'émission pour la 10e fois, on dit on a oublié ça. C'est ça. Non, nous on attend, franchement, on attend le retour des mobilisations sociales, parce que c'est un peu notre ADN. Ouais, alors ADN, et puis voilà, ça nous fait battre. Quand on est dans les manifestations, moi j'ai jamais été dans les manifs avant celle du 49.3 ou les Gilets jaunes, hein. Mais par contre, c'est l'humain, le lien social, voir les gens vrais, ça c'est intéressant. Et nous, quand on va dans les manifs,
il y a un jingle qu'on a fait justement avec Candy, qui est journaliste chez nous maintenant. C'est que les gens, quand ils nous revoient en manif, et on est journaliste, et ben eux, ils viennent nous saluer, ils viennent nous dire bonjour et ils viennent nous dire merci. Donc, moi, j'ai toujours dit, moi, je m'en fous d'être copain avec tel politicien, ministre et autres. Par contre, le fait est qu'ils me connaissent et qu'ils me reconnaissent, c'est beaucoup plus important que d'avoir leur numéro de téléphone ou quoi que ce soit, parce qu'ils savent qui je suis. Nous, quand on est dans la rue, quand les gens ils viennent nous voir parce qu'ils savent qui on est, ça a beaucoup plus d'importance que de dire à Salut BFM, merci pour vos reportages, vous avez été super de m'avoir coupé alors que je voulais dire des choses intéressantes. Donc on a un retour positif sur notre travail de journaliste en fait. Et ça, c'est eux, c'est des gens qui viennent nous dire merci d'eux-mêmes. Voilà. Donc avant de vous dire merci, moi je voulais savoir une dernière chose. Je suis intéressé par la web radio. Oui. Quels sont, et on l'a effleuré un peu le sujet tout à l'heure, mais les programmes, il y a des émissions thématiques. Sur la web radio. Ouais, il y a des choses qui parlent que de Saint-Étienne. Non, il n'y a rien qui parle de Saint-Étienne. Saint-Édebout, oui, le mardi soir. mais ça c'est une locale, c'est une nouvelle émission. La locale de droit citoyen. On a commencé avec Saint-Étienne parce que c'est eux qu'on connaît d'abord, forcément, on se connaît. Hein. Est-ce que vous pourriez faire une locale avec le Front National, une locale non, avec... c'est un média. On fait la locale avec des médias locaux. Donc aujourd'hui, on commence avec Saint-Étienne. Demain, on commencera avec... on ira avec... C'est que des médias indépendants, locaux, pour leur donner une visibilité et montrer aux gens que intéressez-vous à ce qui se passe dans vos communes, dans vos collectivités, parce qu'il y a beaucoup de médias indépendants qui font beaucoup de choses et qui apportent un regard autre et pas forcément la rubrique des chiens écrasés du progrès pour nous parler du progrès. J'ai fait un coup de gueule hier dans l'émission justement de la locale de Saint-Édebout. Un média n'a pas à parler de voitures qui brûlent, de poubelles qui brûlent ou de gens qui ont fait des barbecues pendant le confinement et qui ont eu 135 € d'amende. Nous, on essaie de chercher les choses vraies en fait. Donc, et les choses vraies, il n'y a pas mieux que les médias indépendants pour avoir ce type d'infos. Dernière question. Rendez-vous avec, c'est quelque chose qui va revenir régulièrement. On ne sait pas encore trop la fréquence qu'on est. Là aussi, on essaie de mettre un rythme. On est en plein redémarrage. Oui. Pour dire la vérité, on allait démarrer avant le confinement et puis on a été bloqué d'un coup. Comment on peut l'écouter cette émission? Donc, on peut aller sur votre page Facebook, on peut aller sur le site web. Il y aura des podcasts. Parce que moi, je parle aux gens de l'émission et quand je leur parle de l'émission, il faut leur la montrer pour qu'ils puissent savoir ce que c'est. Donc, comment on leur dit d'aller l'écouter pour qu'ils puissent après venir la faire en studio? Sur la page Facebook droitcitoyen.info, il y a une playlist de toute manière avec toutes les émissions, celles qui sont en direct, puisque toutes les émissions qui sont filmées se retrouvent sur la page Facebook, se retrouvent également sur la chaîne YouTube qui porte le même nom, Droit Citoyen. En général, sur YouTube, c'est rediffusé le lendemain, puisque pour l'instant, on n'a pas encore toutes les équipes techniques en place. Et puis, la web radio, on essaie de refaire des replays aussi, mais on va pas saouler les gens à faire écouter tout le temps la même émission, donc c'est pour ça que c'est un peu difficile pour le moment. Ce qu'on a besoin de faire là, c'est un rythme de croisière, d'avoir du contenu et par la suite de mettre en place justement des canaux de podcast comme des radios font, mais ça demande de l'humain. Donc Vincent, je vous dis bon courage. Merci. C'est beaucoup de travail. Vous êtes motivé? La preuve, je suis debout depuis 4h20, donc là je vais repartir au travail, je vais rentrer à 20h, 21h. Donc alors, en tout cas, merci de m'avoir donné votre place finalement. Oui. J'étais à la place de la technique. C'est pas vrai, c'est tout du semblant. Et puis on se dit la prochaine parce qu'on doit en enregistrer une autre très rapidement. Très rapidement. Il y a déjà d'autres rendez-vous qui commencent à être notés, donc on va revenir régulièrement. Et puis si vous voulez participer à l'émission, c'est pas bien compliqué. Vous contactez Droit Citoyen et puis on l'a dit tout au long de cette émission. Droit Citoyen en un seul mot. En un seul mot. On l'a dit tout au long de l'émission, cette émission, elle est ouverte. Donc, si vous avez un sujet qui vous intéresse, si vous avez envie d'en parler, vous êtes les bienvenus. On échangera, on débattra. L'idée, vraiment, c'est de faire savoir, de connaître et de comprendre. Et de redonner la parole aux citoyens. Merci beaucoup, Vincent. C'est moi. Et puis, à très vite. À très bientôt. À très vite à tous. C'est bien ce que vous faites, là, Droit Citoyen. Vous cherchez un média de proximité, un média proche du citoyen, qu'il soit en plus neutre et indépendant. Alors dites oui à Droit Citoyen, car ce qui nous intéresse chez Droit Citoyen, c'est de vous redonner la parole. Droit Citoyen, c'est de l'information libre et citoyenne, en vous sollicitant pour recueillir votre ressenti sur une actualité qui vous ressemble. Retrouvez toutes nos actus sur notre page Facebook droitcitoyen.info ou sur www.droitcitoyen.fr.